C'est le rappeur français, si je ne m'abuse, à avoir réalisé le plus de featuring avec les artistes africains. Je vais citer, entre autres, Youssou N'Dour, Salif Keita, Tiken Jah Fakoly, Magic System, DJ Arafat, Molaré. À son actif, 2 albums solo sortis en 2007 et 2011, intitulés Mon Afrique et Afrique Forever. Son amour pour l'Afrique n'est plus à démontrer et ce continent le lui rend si bien. Pour preuve, d'origine malienne, il a reçu le 11 septembre 2009 la médaille de chevalier de l'ordre du Mali, adulé en Côte d'Ivoire, en Guinée, enfin un peu partout en Afrique, au Burkina Faso. Le natif de Vitry-sur-Seine en France est l'invité d'Actu People. En exclusivité, il va nous livrer en tout cas tout ce qu'il a pu concocter pour son nouvel album qui sort incessamment. Et il nous reçoit où? Dans un studio, le studio J'ai Dégaine, l'un des studios qui reçoit en tout cas la crème des rappeurs français. Bref. J'ai plus du tout envie de sortir de ça. J'ai envie d'explorer d'autres sonorités, tout ça et tout, mais je veux vraiment rester dans ce mouvement coupé-décalé. Dans ce mouvement coupé-décalé, dans ces sonorités africaines. Moko, L'homme fort, Guillaume Vergès. toujours un plaisir de te retrouver. Bah toujours, ça fait plaisir. Après, ce qui est bizarre, c'est quoi, tu sais? On se connaît depuis très longtemps, mais tu es toujours aussi frais. C'est quoi le secret? Non, pas plus que toi. Pas plus que toi, on est là, on dort dans un frigo. On dort dans un frigo, donc c'est pour ça qu'on arrive à rester, à avoir toujours la même tête. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent à travers les réseaux sociaux. On me dit, ah, Mokobe, t'as toujours la même tête et tout. Mais bon, après, c'est une histoire d'hygiène de vie et tout. Bon, moi, je fume pas, je bois pas. Donc, peut-être que c'est pour ça. Ton hygiène de vie, tu l'as abordé tout à l'heure, on va en parler lors de cet entretien. Mais il y a une chose qui m'a marqué tout à l'heure. Lorsqu'on est arrivé dans ce studio, il y avait des membres du groupe Section d'Assaut qui enregistraient. Et j'ai vu le respect qu'ils t'ont accordé. Comment ça s'explique, ces respects avec les cadets du rap français? Non, il y a beaucoup de respect. C'est vraiment des petits frères. On a cette chance justement d'avoir toute une scène musicale rap français, même de la nouvelle génération, qui est très respectueuse envers les anciens, les doyens. On a marqué l'histoire comme on a pu avec le collectif Mafia Quinfri ou avec mon groupe 113. Avec mon groupe 113, on a eu la chance de vendre 3 millions de disques, 2 victoires de la musique, de faire des concerts partout dans le monde. Et aussi, on a pu donner des coups de main, vraiment tirer les gens vers le haut. Et donc voilà, donc la nouvelle génération nous le rend bien. Et puis voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, Section d'Assaut, c'est des frères, c'est la famille. Ce sont des valeurs héritées de ce que vous faites? Ou c'est quoi? C'est vrai qu'ils respectent votre travail, mais en même temps, le respect que vous devez mutuellement en tant qu'aînés, c'est dû au fait que ces garçons-là aussi, parce que vous êtes tous nés en France quand même, ça fait partie de vos codes de conduite quelque part? Ouais, quelque part. Et puis c'est normal, on a grandi avec ces valeurs-là, donc c'est des valeurs qu'on transmet. Donc à chaque fois qu'on se retrouve ou qu'on se croise, bah, il y a toujours le respect. C'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on avance. Tu es né en France? Tu as grandi à Vitry-sur-Seine. Ouais. On va s'intéresser à ce quartier forcément, mais avant tout à tes parents. Comment se sont-ils retrouvés en France? Comment ils se sont retrouvés en France? Mon père, il est venu très jeune en France, mais je ne pourrais pas te dire en quelle année. Je pourrais pas te dire en quelle année. Et donc, ma mère l'a rejoint peu de temps après. Moi, je suis d'une famille nombreuse. On est 17 frères et sœurs. Donc, c'est une très grande famille. Ma mère c'est une maman au foyer qui s'est occupée de nous, qui s'est occupée de notre éducation. Mon père était ouvrier. Mon père était ouvrier. Il travaillait dans une entreprise de livres, Fernand Nathan. Il était, comment on appelle ça?
Ben, en tout cas, il a fait de la manutention quelque part. Mais pour conseiller généralement, justement, les parents, les familles de parents immigrés vivent dans des conditions très difficiles. Dans quelles conditions vous avez vécu? Très difficile, très très difficile. Honnêtement, très difficile. J'en parle pas souvent, mais très difficile. On a vraiment grandi dans la pauvreté absolue. C'est-à-dire que on a grandi avec très 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 peu de moyens, mais il fallait composer avec. Je suis heureux de savoir, excuse-moi, je suis heureux de savoir que tu n'en parles pas très souvent. C'est l'occasion pour toi. Parle jamais. Mais merci, c'est le but. Franchement, si c'est pas toi, j'en parle. Ah, je suis très ravi. Non, la vérité, j'en parle jamais. Ouais. J'en parle jamais. On a grandi dans la pauvreté absolue. Quand je dis dans la pauvreté absolue, c'est dans le sens où le premier appartement qu'on avait, il n'y avait même pas de salle de bain. À l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. C'est-à-dire que vraiment toute la ville, parce qu'en fait, moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais à Ivry, limite Vitry. Et après, j'ai basculé sur Vitry. Et à cette époque-là, tout le quartier, blanc, noir, jaune, violet, tout ce que tu veux, la plupart n'avaient pas de salle de bain à la maison et on se lavait dans... Il y avait des douches publiques. Dans les douches communes? Ouais, des douches publiques. Tu dis ça à des gens qui sont au pays, tu leur dis ça, ils vont même pas te croire. Ils vont te dire non, c'est pas vrai. Mais c'était très dur à l'époque. C'était les quartiers populaires, c'était très compliqué. Et au fur et à mesure, voilà, les quartiers ont changé. Après, on a vraiment, notre père nous a. Moi, je suis fier de l'éducation que mon père m'a donnée, même si mon père m'a beaucoup secoué dans ma jeunesse, mais je l'en remercie. C'était pour quelle raison qu'il t'est secoué autant? Non, j'étais un peu agité quand même. J'étais un peu agité, j'étais virulent, j'étais turbulent, donc il me recadrait énormément. Donc voilà. Donc c'était pas on t'engueule ou je sais pas quoi, on te mettait des coups de ceinture. C'est vrai? Moi j'ai connu les vrais coups de ceinture, les vrais coups de ceinture, tu vois, Ouais. où tu es là, où tu te caches en dessous du lit, ou même tu vas courir dans la salle de bain et puis tu tiens la serrure comme ça et tout, tu tiens le poignet et tout, et puis de l'autre côté, tu as le papa qui tente d'ouvrir et tout, ou qui va prendre un objet ou un couteau pour dévisser le truc, pour ouvrir le truc. C'était, j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était chaud. À l'époque, c'était chaud, mais c'est toujours des très bons souvenirs. Et puis, il fallait se débrouiller aussi. C'était la débrouillardise aussi, il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller très jeune. Il fallait se chercher, comme on dit. Il fallait se chercher, donc, que ce soit avec mes frères ou avec mes amis d'enfance ou avec mon collectif, avec le collectif Mafia Quintry, avec mon groupe 113 et tout. Ça a été très, très compliqué avant qu'on puisse connaître le succès. On va en arriver. Il fallait se battre. On va en arriver. Mais vu qu'on parle des parents, ils sont toujours en vie? Oui, toujours. Dieu merci. Super. Dieu merci. Que Dieu les garde longtemps. Amen. 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 Ouais. Tu les vois combien de fois dans l'année? Ben, j'essaie de les voir le plus souvent possible. Ma mère, elle est comme moi. En fait, moi, je suis insomniaque. Depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, parce que je dormais dans le salon. Tu vois, vu que on était tellement nombreux dans la maison, dans l'appartement, donc je dormais dans le salon. Et moi, au lieu de dormir, je regardais la télé toute la nuit. Je regardais la télé toute la nuit. Ce qui fait que quand j'arrivais à l'école, j'étais KO. J'étais complètement KO, mais ça m'a rendu insomniaque. Et ma mère, souvent, elle peut m'appeler à 2 heures, elle peut m'appeler à 3 heures du matin parce qu'elle sait que je ne dors pas, pour savoir comment je vais, si tout se passe bien. Et donc voilà, donc il y a cette relation aussi très particulière. Et en même temps, j'ai toujours été très pudique. Déjà, j'ai toujours été très pudique. Je parle pas souvent de ma famille, rarement. Même ce que je te dis là, j'en ai jamais parlé. Et on n'a pas grandi avec l'amour comme on pourrait le croire. C'est-à-dire que voilà, c'est l'amour, mais on se le dit pas, tu vois. Moi, par exemple, j'ai serré très fort ma mère dans mes bras
il y a quelques années. Avant, j'osais pas. Avant, j'osais pas. Et même mon père, je l'ai serré dans les bras. Je me rappelle d'une scène mémorable. En fait, je passe le voir à la maison, donc on discute et tout ça, tu vois. Tu vas faire ta visite quotidienne ou quand tu vas faire ta visite, il faut que tu ramènes le dépôt, le dépôt à chaque fois. Et c'est comme ça, c'est la famille. Et dans ma tête, je me concentre et je me dis, à la fin, quand je le quitte, il faut absolument que je le serre dans mes bras. Et donc, à la fin, je dis, ouais, bon, vas-y, papa, au revoir. Et je serre mon père dans les bras, comme ça et tout. Et je commence à le serrer très fort et tout. Wow. Et mon père me dit, ouais, oh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu, ouais. Attends, qu'est-ce qui t'arrive, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, j'explose de rire intérieurement. Ouais. Et parce que moi, je suis très, très respectueux envers mes parents. J'ai jamais levé la voix, j'ai jamais manqué de respect à mes parents. C'est quelque chose d'impensable pour moi. Parce que toute la baraka, tu l'as à travers tes parents. Et pour moi, une personne qui manque de respect à ses parents, c'est un maudit. Donc, il est hors de question d'avoir cette attitude et ce comportement. Mais c'est une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. On va aller justement dans la droite ligne des anecdotes parce que là, aujourd'hui, on a l'opportunité de t'entendre parler de tes parents, de ton enfance, de comment est-ce que tu as grandi. Des images fortes comme ça qui te défilent dans la tête que tu souhaiterais faire partager avec nous. Comme quoi? Lors de cette enfance, en jouet, où tu avais des rapports avec tes parents comme ça. Au moment où on en parle, forcément, on te ramène combien d'années? 40 ans en arrière, parce que tu es né en 76 quand même. Là, pourquoi tu dis mon âge aussi? Bah, c'est sur Wikipédia, t'inquiète. C'est sur de tout le monde. Mais c'est pas le vrai âge. Écoutez pas, c'est pas. Quand vous me voyez là, je fais pas mon âge. C'est pas ça. C'est vrai, on te donnerait beaucoup non, c'est pas mon vrai âge. On pourrait te donner moins ou plus? Non, on me donne moins. À chaque fois, on me dit j'ai 30 ans, j'ai 32 ans, j'ai 33 voilà. ans. Mais c'est la réalité. Et tu restes toujours aussi jeune, surtout que tu te renouvelles chaque fois. Surtout que Moi, j'ai 35 ans. Ah oui. Surtout que tu te renouvelles chaque fois. Donc, on te ramène quand même 30 ans en arrière. Ouais. Ces belles images comme ça qui te défilent dans la tête. À Vitry-sur-Seine, jeune garçon qui n'avait pas ces rapports, on va dire, très privilégiés avec les parents parce qu'il y avait le respect forcément. Bien sûr. Mais il y a des images que tu as dû vivre forcément par rapport aux parents. Que tu pourrais faire partager là à la faveur de cette interview de moi, ce serait quoi? Je t'envoie très ému parce que je sais que c'est pas évident. Il y a tellement d'images qui défilent. Il y a beaucoup d'images qui défilent, mais je pourrais pas. Tu pourrais pas te rappeler d'une scène particulière? De quoi? De coups de ceinture? Non, les coups de ceinture, ça tu nous en as parlé. Lorsque tu tirais la porte de la douche, tout et tout, non, ça c'est bien. Mais une scène particulière, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu la scène de l'étreinte avec papa. Je sais pas. Peut-être la scène où le jour tu devrais aller au collège, par exemple. Je sais pas, maman t'a porté. Non, il y a une scène qui était marrante. On a vécu le racisme, même si dans ma ville, c'est une ville très cosmopolite. Mais je me rappelle d'une scène où on avait une gardienne qui était raciste, hein. Qui était raciste, clairement. Et en fait, quand on était petit, on était là, on jouait tous au foot, on faisait du bruit dehors et tout. Et elle avait eu des mots assez désagréables. Et par la fenêtre, elle s'amusait à nous jeter des bananes. Ah ouais, comme des singes. Ouais, genre, allez. Oh là là. Et tout ça et tout. Et en fait, on est rentré, on raconte ça à notre mère, je devais avoir 7 ans ou 8 ans. Et ma mère, elle est descendue, on est redescendu avec ma mère. Et ma mère, elle a mis une baffe. Au calme. Elle a mis une baffe à la gardienne. Ouais. Mais une sacrée baffe. Une espèce de baffe, vraiment débile. Chut. Et moi, et c'est là, je me suis dit, maman rigole pas, elle blague pas, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Et tout. C'est une anecdote. Là, ce que je te dis, là, c'est très, très grave. Normalement, je ne vais pas dire des trucs comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, on aura beaucoup d'exclusivités ce soir. De toutes les façons, on va décortiquer ton nouvel album. Ce sera vers la fin de cette interview. On laisse quand même profiler parce qu'on est dans ton parcours de vie. Lorsque, tu l'as dit tout à l'heure, avant que vous n'explosiez, avant que tu embrasses la carrière musicale, forcément, il y a eu les études. Tu es arrivé à quel niveau? Moi, je suis arrivé au bac, mais
Je suis arrivé au bac. Je n'étais pas mauvais à l'école, mais j'étais toujours agité. J'étais agité parce qu'en fait, j'aimais bien. Moi, je suis quelqu'un, j'aimais bien faire rigoler tout le monde dans la classe. J'aimais bien intervenir. J'aimais bien défendre. Euh, et donc, je me suis arrêté. Je me suis arrêté au bac. Pour moi, l'école, c'était un moyen de se retrouver avec les copains. Et il y a des choses que je regrette. Je regrette de ne pas m'être concentré sur l'anglais, par exemple. Il y avait une prof en anglais au collège qui m'a dit, tu sais pas, plus tard, ça va te servir. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là? On va parler anglais, pourquoi? On est là, on est en France. À quel moment on va partir de la France? Et quand je me suis retrouvé en tournée aux États-Unis, j'ai compris que j'ai dit, mais vraiment, je regrette amèrement. Après, ça va, j'étais pas mal en français, j'aimais beaucoup l'histoire. Je détestais les maths. Les maths, ah ouais, non, ça par contre. Parce qu'en fait, ce qu'ils avaient fait au collège, et ça, c'est pas bien, ils avaient fait 4 catégories. Les forts, les biens, Les moins bien. les moins bien et les nuls. Même pas les passables, mais les Non, nuls carrément. les nuls. Wow. Ça veut dire T'étais qu'en dans quelle fait, catégorie, toi? moi, j'étais dans les nuls. Donc, quand on est entre nuls, et qu'à un moment donné, il y a un devoir et tout ça et tout, tu vas copier sur qui? Tu vas tricher sur qui? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est Donc les maths, c'était c'était une catastrophe. Et toute l'année, c'était comme ça. Donc, en fait, on était entre nuls. Donc, qui allait céder? Personne. C'était compliqué. Mais c'était marrant. Mais c'est pas la matière que je préférais. Mais par contre, j'encourage aujourd'hui, avec la notoriété, avec le succès qu'on a pu avoir, avec l'aura qu'on a, j'encourage beaucoup la jeunesse à étudier à l'école, à être respectueux, à écouter les professeurs, à vraiment se concentrer sur leur projet de vie. Merci pour le conseil. En tout cas, j'espère que les garçons vont prendre cela à bras le corps. Et les filles aussi, toi tu dis les garçons aussi. Enfin, les garçons, les filles, enfin, Ouais, oui. les ados, tous Voilà. ceux qui vont suivre cette interview. Après Voilà. le bac, justement, tu commences à faire peut-être forcément les petits boulots avant de te lancer dans la musique. Mais c'est même pas après le bac, c'est en même temps. Lorsque tu étais en troisième, Lorsque j'étais en troisième, je cherche un stage. Je me retrouve à Châtelet. Châtelet qui est le cœur de Paris. Et je rentre dans une boutique hip-hop qui s'appelle le Crystal Palace. C'est comme ça que même les gens m'ont connu. Et on me prend en stage. Et très vite, le patron, il sent que je suis bon à la vente et tout ça et tout. Et je me retrouve à être un vendeur à Châtelet, dans la plus grande boutique hip-hop. Et je rencontre tout le monde. wow. Je rencontre du monde. Je rencontre, tu vois, des stars américaines, des stars françaises. Tu es là, tu vends des vêtements. Même si je ne parlais pas anglais, j'avais quelques mots, quelques notions et j'étais un très bon vendeur. Donc, c'était un peu l'école de la vente, l'école de la rue. Et ça m'a permis justement, et ça me sert encore, parce que ça m'a permis d'avoir une approche beaucoup plus fluide avec les gens. Voilà. Cette boutique, forcément, c'est de là peut-être que part ton amour pour le hip-hop. Non, pas du tout. Mon amour pour le hip-hop, non, pas du tout. Mon amour pour le hip-hop, il commence dès l'âge de 6 ans, 7 ans. Wow. J'étais un breaker avant, je faisais de la danse, je faisais du break. Et donc, moi j'étais fasciné par la musique hip-hop. Même pas par la musique africaine et tout. En fait, la musique africaine, on a grandi dedans parce que les parents, ils mettaient des cassettes vidéo de baptême, de mariage, on entendait de la musique africaine. Mon père, il avait beaucoup de disques à l'époque de vinyle, de Salif Keita, de Youssou N'Dour, de Ali Farka Touré. Et donc, mais moi, j'étais plus dans le hip-hop, dans la soul et dans la funk. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir une oreille à côté. Et en fait, plus tard, la musique africaine, j'ai commencé à apprécier la musique africaine et vraiment à l'embrasser vers 1989-90.
lors de mon premier voyage au Mali. Là, on va dire c'est l'émergence, c'est là qu'est née, on va dire, les musiques urbaines africaines, en Côte d'Ivoire avec RS en son temps, Agnagnan et autres. Mais on va conclure rapidement, on va dire, cette épopée familiale par ton hygiène de vie. Malgré que tu aies grandi dans des conditions difficiles, on sait que tout à l'heure tu en parlais, pas d'alcool, pas de cigarettes, et tu n'es pas tombé, on va dire, dans les dérives des quartiers défavorisés. Comment est-ce que tu as fait pour tenir et garder, on va dire, cette conduite assez exemplaire? En fait, j'ai jamais bu. Je peux te raconter encore une autre anecdote avec mon père. J'ai jamais bu parce que ça m'intéressait pas, mais j'ai jamais bu aussi. Et je remercie mon père. Une fois, en fait, le kebab arrive à Paris, arrive en France. Nous, on ne connaissait pas. Il y a un kebab couvre à Vitry qui s'appelle Coco. Et la première journée où le kebab il ouvre, ils offraient des grecs et tout. Je crois que ce jour-là, j'ai dû en manger 3, 4 ou 5 et tout. En plus, à l'époque, quand j'étais plus jeune et tout, j'étais comme ça. Donc, j'en mange et tout ça et tout. Et je rentre à la maison et je suis dans le salon. Je suis dans le clic-clac que j'ai déplié, tout ça et tout. Il y a mes frères qui sont là, qui chacun a son clic-clac dans le salon et tout. Comme je t'ai dit, la maison, elle était pleine à craquer. Mon père, il est assis sur son fauteuil, il regarde la télé et je vomis. Et mon père, il se lève, il vient, il m'attrape par le col. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a là? T'as bu? Et moi, je ne comprenais pas. Il me dit, t'as bu là? Ouvre la bouche, ouvre la... Et une tartine. Et moi, mais papa, ah. Et il me dit, t'as bu? Et après, il sort ma bouche et il sent que et là, il s'arrête. Et comprend qu'en fait, il m'a tapé pour rien. Et ça m'avait... à l'époque, ça m'avait choqué, ça m'avait traumatisé. Et juste à cause de ça, je me suis dit, je ne vais jamais boire d'alcool. Et ça a marché. Et après aussi, bon, bah, voilà, par rapport aussi à ma conscience aussi spirituelle et tout. Moi, l'alcool, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais je dénigre pas les gens qui boivent. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Mais on voit que pas mal et la fume non plus. Mais on voit que pas mal de jeunes de quartiers défavorisés en France, ça donne à pas mal de travail. Quel message tu peux leur faire passer là, du coup? Bah, quel message? Tu sais, c'est toujours la même chose, hein, tu sais, de dire de faire attention, la santé. Tu peux parler, tu peux donner les meilleurs conseils que tu veux, mais frère... Vous en avez tellement parlé dans des chansons. On en a tellement parlé. Ouais. Non, en fait, on en a tellement parlé, on l'a tellement dit. Et puis même, tu vois, c'est pas quelque chose de... Tu sais, je fais partie d'un collectif où, voilà, quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Ça fumait et ça fume toujours. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, tu vois. C'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Après, tu as des stades où, des fois, ça touche ça va plus loin dans les drogues dures et tout ça et tout. Et voilà. Justement, pour toi, ces déviations sociales-là sont du fait de qui? D'un manque de suivi des parents ou du fait que les garçons eux-mêmes n'ont pas une personnalité pour pouvoir faire face au vice? Je pourrais pas te répondre par rapport à ça. Parce qu'en fait, la drogue touche tout le monde. Peut toucher tout le monde. Et pas que seulement les quartiers populaires ou les quartiers défavorisés. Ça peut toucher tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut toucher tout le monde. Même la plus haute bourgeoisie, même les plus grands de ce monde, ça peut toucher tout le monde. Pour quelles raisons ils en prennent? Pourquoi? Comment? Moi, j'ai arrêté de réfléchir sur ça. En 1994, tu fondes le groupe 113. Ouais, 93, 94, ouais. C'est ça. Comment l'idée vient? Ben, on partage la même passion, on partage la même culture. Certains étaient passionnés, avaient envie de devenir des joueurs de foot et tout. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la musique. On y a cru, on s'est battu. On ne pensait pas qu'on y arriverait, parce qu'on n'a jamais fait de calcul. Je pense que quand tu es passionné, tu ne dois pas faire de calcul à dire oui, je fais de la musique parce que je veux que ça marche. Nous, à l'époque, on le faisait comme ça pour chanter pour notre quartier, pour raconter notre quotidien, raconter le quotidien de ceux qui nous entourent. Et à aucun moment, on s'est dit, tiens, ça va marcher. Mais le groupe se constitue comment? Comment est-ce que tu convaincs AP et Rimka de leur dire, bon les gars, on va faire 113? C'est pas moi qui convainc Rimka, AP, c'est pas moi Moi, je suis pas le leader du groupe
du groupe 113. Je ne suis pas le leader du groupe 113. On est trois. Avant d'avoir été trois, on était cinq, on était quatre et tout. Mais en ce qui concerne le 113 avec Rimka et AP, avant tout, on est des frères. On est une famille. On a tous grandi ensemble. On a vécu des choses hors musique, hors milieu de l'industrie et tout, où on a vraiment galéré ensemble. Et je pourrais même pas te dire, et c'est ça qui est magique, et je pense que j'ai même pas envie de m'en rappeler, parce que ça reste quelque chose d'incroyable. Je ne pourrais même pas te dire comment ça a démarré. Wow. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est intéressant, Je pourrais même pas te dire, parce que j'ai pas le souvenir, j'ai pas le souvenir du premier jour où on s'est dit, voilà, on y va. ce qui est intéressant, il y a le succès au bout. La preuve, en 2000, votre première victoire de la musique avec votre... en 2000, c'était Ouais. avec... oui, vous avez 2 victoires de la musique, justement. Deux victoires de la musique. Justement. On sort notre premier EP en 98. Ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Tout à fait. Succès d'estime, super. On a un titre qui rentre en radio sur Skyrock, qui s'appelle Truc de fou, qui est en featuring avec Doudou Masta, qui est un grand de chez nous, qui est une des légendes du rap français. Et contre toute attente, on rentre en radio et les gens commencent à entendre parler de 113 et on commence à faire des petits concerts un peu en France. On commence à avoir notre petit succès, on va dire, d'estime. Et très vite, on se met sur l'album Prince de la Ville. Et le titre Tonton du Bled. Voilà. Et à aucun moment, on s'est dit que ça allait marcher. À aucun moment. Et finalement, avec cet album-là, on vend plus d'1 million de disques, albums et singles confondus. C'est la question que j'allais te poser. Comment est-ce que vous vivez ce succès à cet âge-là? C'était énorme. C'était énorme parce qu'en fait, ben déjà, on n'arrivait même pas à marcher dehors. On pouvait même pas marcher dehors. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les ça. gens, ils peuvent te suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Et donc, quand ils te voient après, ça va. Ils sont contents de te voir, mais ils te suivent déjà. Là, en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que les gens, quand ils te voyaient dehors, c'était la folie. On n'arrivait pas à marcher dehors. Mais on était tellement contents, après toutes ces années de galère, que ça ne nous est pas monté à la tête. C'est tout ça. Ça ne nous est pas monté à la tête parce qu'en fait, on s'est toujours dit, quoi qu'il arrive, ça marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux. Mais faisons en sorte de rester toujours les mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu à regarder cet après-midi le clip de la chanson Tonton du Bled. Ouais. Et ça m'a amené ça m'a donné l'idée de te demander où est-ce que vous avez tourné le clip, parce que j'ai vu Au Maroc. On avait tourné au ouais. Maroc. À la base, on devait tourner en Algérie, mais en Algérie, c'était compliqué. Donc, on a tourné au Maroc, on a tourné à Essaouira et Marrakech. Ça rouvre un peu, on va dire, la perspective de ton amour pour l'Afrique. Ouais. Comment est-ce que cet amour naît? Mais en fait, cet amour, comme je t'ai dit, il naît dans les années 89-90. Je pars au Mali et après, je pars au Sénégal. Parce qu'en fait, mon père est d'origine malienne sénégalaise. Je tombe très vite amoureux de la musique africaine. Et je me dis, c'est ça me plaît. Moi, je suis un enfant du hip-hop, je suis un enfant de la soul, de la funk. Mais mes racines sont africaines. Je pars du principe, en fait, où même toute la musique vient d'Afrique, puisque l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et très vite, je suis conquis par... je me prends une claque en écoutant Salif Keita. Je me prends une claque en écoutant Youssou N'Dour. Et je rêve de les rencontrer, de collaborer avec eux. Et je me suis dit que dès qu'on sera dans la musique, c'est un jour pour nous, ça marche. C'est ce que je veux faire. On ne le dira jamais assez, tu es l'un des rares artistes français, rappeurs en tout cas, à avoir fait pas mal de featuring avec les artistes africains. Lequel des featuring, avant qu'on les décortique un à un, toi, t'as le plus marqué jusqu'à ce jour? Ah, c'est compliqué comme question, là, ce que tu me poses là. C'est très compliqué. Franchement, ils m'ont tous marqué. Le top 5 peut-être?
Bah, en fait, bah, déjà de collaborer avec Salif Keita, c'est énorme. De collaborer avec Youssou N'Dour, c'est énorme. Euh, avec Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, c'est énorme. Le fait d'avoir collaboré même avec Magic System, ça a été très important pour moi dans ma carrière, parce que ça a été deux gros singles. Et ça a été deux gros singles qui m'ont permis de comprendre qu'il fallait vraiment pousser ce style et ce style. Et surtout aussi, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui a été une très grande influence pour moi, ça a été toute la mouvance coupé-décalé. Énorme. Énorme parce que le coupé-décalé, quand ça arrive, moi je me prends une claque et les Ivoiriens ils aiment bien dire oui, Mokobé a mis le coupé-décalé dans le wesh. Tu vois. Et en fait, je tombe très vite amoureux de cette musique, de ce style, dans l'ensemble, hein, de la façon dont comment L'habillement, la gestuelle, l'habillement gestuel, la danse, les tests. tout ce qui va avec, sans forcément appliquer tous les codes, mais surtout la musique me parle. Et, et Doug Saga, paix à son âme, à qui j'ai rendu hommage dernièrement sur les réseaux, avec toute la jet set, avec Molaré, avec Serge Defalé, Boros Anguille, Lino Versace, et j'en passe, et vraiment toute la jet set et tout. Je pense qu'ils ont apporté quelque chose d'incroyable en fait. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est historique même. Parce qu'en fait, ils ont créé un mouvement. Et tu sais, pour créer un mouvement musical, accroche-toi. Tu vois, il y a le rock, il y a le métal, il y a le hip-hop, il y a le reggae, il y a le zouk. Mais tu sais, pour créer un mouvement, attention, ils ont créé un mouvement avec, ouais. coupé-décalé, avec la danse, avec le style musical, avec l'attitude. Incroyable. Chapeau. Le coupé-décalé, on va en parler forcément en long et en large. Ouais. Mais on va revenir à l'histoire de tes deux feats avec Magic System. Bouger, bouger. Et l'autre titre, je crois, c'était sur... Gawa Oran et Bouger, bouger. Tout à fait. Et tu disais que ça t'a amené dans une autre dimension, dans une autre mouvance. Ouais. L'histoire de ces deux featuring, c'est quoi? L'histoire de ces deux featuring, en fait, le featuring de Gawa Oran, il est produit à l'époque par Core et Scalp. Et en fait, Magic System, déjà en France, avait cartonné avec Premier Gaou. Et donc tout le monde connaissait Magic System. Tout le monde connaissait Magic System en France. Et quand on décide de collaborer ensemble et de faire cette espèce de fusion qui restera un classique aujourd'hui, un hit, un classique, parce qu'aujourd'hui tu peux l'entendre dans tous les mariages et tout, tout à fait. Et à chaque fois, même que ça soit dans les clubs et tout, c'est toujours un son qui revient. Et quand tu réécoutes le son, tu t'aperçois que c'était une époque formidable. Et cette fusion justement entre la musique de Magic System, le côté Zouglou, moi avec AP du 113 dans ce côté rap, et à côté de ça, Mohamed Lamine sur le côté oriental, c'était du jamais vu, c'était une première. Et en fait, on a apporté un petit plus dans le genre musical, en fait. Et le morceau Bouger, bouger, en fait, on est à La Réunion, on est en concert, on est en concert à La Réunion avec Magic System. Et au retour, on se retrouve dans l'avion. Et moi, l'avion, c'est quelque chose que j'aime pas trop, tu vois. Le décollage, l'atterrissage, il n'y a pas de problème. Mais quand on est en plein air, là, les zones de turbulence, là, ça me fatigue la tête. Ouais. Et l'avion, il était un peu mouvementé. Et à un moment donné, on est tous là, tu vois. Et on est là, on s'accroche et tout. L'avion, il est là. Les secousses de toutes parts. Ouais, vraiment. Et t'as Asalfo à un moment qui dit « Ah, mais l'avion, il est en train de bouger, là. » Et là, bah tiens, on va faire le morceau Bouger, bouger. Je te jure que c'est comme ça que
Je sais pas s'il s'en rappelle. C'est comme ça que le morceau, il est né. C'est incroyable. Et donc, il y a le morceau Bouger Bouger se fait. Et succès aussi phénoménal. Et moi, je remercie Magic System et Asalfo et tous les membres du groupe Magic System parce qu'en fait, on a vécu quelque chose d'incroyable. Et moi, ça m'a permis, ça m'a renforcé dans cet amour que j'avais pour la musique africaine. Et en me disant, voilà, Moko, t'es là, t'es en train d'imposer un style, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mon premier morceau solo, une valeur ajoutée. voilà, Ouais. mon premier morceau solo, il est de 99. Il y a Tonton du Bled, il y a Tonton des Îles, il y a Tonton d'Afrique. Donc moi, je fais ça. Et dans ce style musical afro, on va dire que peut-être que les deux seuls, ou peut-être il y en avait quelques d'autres, il y en avait d'autres aussi à côté. Bon, il y en a quelques autres à côté. Mais les gens, ce qui revenait souvent, c'était Bissona Bisso, Mokobe, tu vois. Et moi, dans le rap français, j'ai été le premier à faire un album solo africain. En 2007 Voilà. et en 2011. Outre le succès justement avec, que tu rencontres avec Magic System, tu fais un gros carton.